Alors oui, j'ai vécu cette expérience il y a 15 ans maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était tabou et on n'en entendait pas parler, ni dans l'entreprise et ni à l'extérieur. Ce que je peux constater depuis 15 ans, c'est vrai que ce phénomène a pris de l'ampleur. Alors on peut se dire que c'est peut-être soit on s'en occupe et donc c'est une bonne chose. Maintenant, je me dis que si justement on a développé des services de prévention de risques psychosociaux, des accompagnements, c'est un sujet à l'ordre du jour au niveau politique puisqu'on veut en faire une maladie pour reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, c'est qu'effectivement ça a pris de l'ampleur dans une société qui s'accélère de plus en plus, avec cette hyperconnexion, cet hyper-investissement dans le faire, qui, je crois, aujourd'hui montre les limites au niveau individuel et au niveau collectif. Alors au niveau d'Axim, donc effectivement depuis maintenant plus de 12 ans, j'accompagne des dirigeants et des équipes dans le cadre justement du développement du bien vivre et du bien travailler ensemble. Comment rester en équilibre quel que soit l'environnement. Et je crois que nous avons à sensibiliser, à informer, à accompagner le burn-out et les pathologies qui sont liées à un surinvestissement et un surengagement dans la sphère professionnelle, mais aussi dans le faire. Sensibiliser, informer, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble, c'est comment témoigner. Je crois que c'est un phénomène qui reste encore tabou parce qu'on parle de fragilité et la fragilité a peu sa place dans l'environnement professionnel. Donc c'est comment des personnes comme moi, comme d'autres, qui traversent des expériences comme celle-ci peuvent venir témoigner sur les symptômes, sur les signaux d'alerte, sur qu'est-ce qui se met en place et que l'on ne voit pas. Parce que 15 ans après, mes collaborateurs me disent « Mais Christelle, nous on n'a rien vu à l'époque ». Et encore aujourd'hui, je vois des patrons qui me disent « Mais nous on n'a rien vu ». Donc c'est vraiment quelque chose qui comme une transformation qui s'opère et que les collaborateurs, même en étant relativement proches, ne voient pas. Donc je crois qu'il y a déjà en amont de la sensibilisation et de l'information à faire. Après, effectivement, quand la personne est malade, c'est à elle de se prendre aussi en charge. Là, l'entreprise n'a plus la main et l'ensemble des personnes qui accompagnent ou qui sont présentes sur le lieu de travail ne peuvent plus intervenir. Par contre, il y a aussi, je crois, une sensibilisation à communiquer quand même sur ce qui s'est passé, plutôt que de mettre ça sous un couvercle, et à accompagner le retour de la personne. C'est en cela aussi aujourd'hui que j'interviens, c'est comment je sensibilise, j'informe par des conférences, par du témoignage, mais aussi comment j'accompagne des personnes qui reviennent, parce que le grand risque, c'est de recommencer. C'est une histoire de co-responsabilité. Oui, l'environnement a sa part de responsabilité dans l'événement, je dirais. Maintenant, l'individu a également sa part de responsabilité. Je suis en partie responsable de mon burn-out parce qu'il y a dans ma nature, dans mon histoire, dans ma famille, des événements qui m'ont construite ainsi, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis mise en danger. Je n'ai pas réussi à me respecter et du coup aussi à me faire respecter par les autres. Donc, j'ai sans doute le risque de remettre en place les mêmes mécanismes de surinvestissement, de surengagement, que ce soit dans la sphère professionnelle, mais également dans la sphère personnelle. C'est aussi une histoire, je dirais, de vie plurielle que nous avons à conjuguer aujourd'hui. Alors qu'il y a encore peu de temps, les hommes investissaient exclusivement la sphère professionnelle et les femmes la sphère familiale. Aujourd'hui, les hommes investissent et habitent leur rôle de père. Les congés paternité sont assez récents. Les femmes se sont engagées et investissent de plus en plus la sphère professionnelle, même si ce mouvement est encore en construction quand on regarde le peu de femmes qu'il y a encore aujourd'hui dans les instances dirigeantes économiques et politiques. Donc nous sommes vraiment dans une mutation vers un nouvel équilibre à construire, une transition. Et en cela, nous pouvons prévenir, accompagner pour permettre à chacun, chacune de trouver un équilibre et de développer le bien-vivre et le bien-être au travail. Oui, vous parlez de bien-être au travail. Et je crois, avant d'être dans le bien, que nous avons à développer l'être au travail. Qu'est-ce qu'être? Juste être. Je crois que nous avons vraiment surinvesti la sphère du faire, justement.
des objectifs, des résultats, de la rentabilité, à être dans cette hyperactivité, mais depuis que nous sommes tout petits, hein, regardez les emplois du temps de nos enfants à l'école et du nombre d'activités qu'on va leur coller en plus dans les temps libres. Nous n'avons pas appris à être ensemble et donc à réserver des espaces gratuits où nous ne sommes pas là pour faire, nous sommes là pour être ensemble. Et c'est en cela qu'il y a des solutions managériales, je crois, pour développer ce bien-être au travail, à commencer par mettre en place et réserver des moments. Alors on va me dire, mais à quoi ça sert? Oui, en apparence, ça ne sert à rien. Mais finalement, quand on installe une machine à café, une table de ping-pong, ça se fait de plus en plus, un baby-foot, juste des espaces de repos, des espaces réservés à la convivialité, à l'humanité, pour être juste ensemble, pour mieux se connaître. Et connaître, ça veut dire naître ensemble. Alors, je crois que c'est en cela que nous allons pouvoir développer ce bien-être. Ce bien-être qui va pouvoir permettre le bien faire, et sans doute autrement que ce qu'il est fait aujourd'hui, pour aller vers, je dirais, une nouvelle performance.